Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire DataProd by Data Scientist. Bonjour Ahmed, Hello, salut, ça va? j'espère que tout va bien, ça va et toi? Super. Alors bon, en tout cas, merci pour ta nouvelle participation. Pour ceux qui suivent nos webinaires depuis un petit moment, c'est le deuxième webinaire qu'Ahmed fait dans la série DataProd. On vous enverra également le lien du replay du premier webinaire, voilà, qui était extrêmement intéressant. Donc là, aujourd'hui, on va parler du coup de l'optimisation d'un cycle de vie d'un projet de machine learning, avec notamment un cas d'usage sur le MLflow. Voilà. Donc Ahmed, je vais te laisser te présenter, puis passer à ta présentation. Et puis ensuite, voilà, on aura toute une session de questions-réponses en fin de présentation. Voilà, merci à tous. Super, merci. Je vais partager mon écran, donc si, euh, dis-moi si c'est bon. Alors, préférence système. Alors, je dois juste en fait quitter le webinaire et revenir parce que j'ai pas encore autorisé Chrome à partager mon écran. Ah, ok, Ça marche du coup. ok, on t'attend. Yes. Alors bonjour à tous, bonjour à hop, je vais remettre la caméra. Bonjour à tous. Voilà, du coup, le temps que qu'Ahmed gère ce petit problème technique, je vais vous en profiter un peu pour vous parler de nous. Donc, Data Scientist, on est du coup un organisme de formation. La plupart d'entre vous, je pense, nous connaissent. Voilà, pour ceux qui ne nous connaissent pas, j'aurai l'occasion de revenir un peu là-dessus en fin de webinaire. Voilà, Ahmed revient. J'espère que c'est bon. Yes. Super. Bah, du coup, je te laisse démarrer. Alors, tac. Alors, affichage, lire. Super. Bah, merci Nickel. beaucoup. Ben, je t'en prie. À tout à l'heure. Merci Data Scientist de me recevoir encore une fois. Merci à tous. Aujourd'hui, on va parler de l'optimisation du cycle de vie d'un projet de machine learning. Et en fait, pour ça, on va voir comment utiliser un outil qui va permettre d'optimiser ça, qui s'appelle MLflow. Alors, je me présente du coup en quelques mots. Je m'appelle Ahmed. Je suis Data Scientist et ML Engineer aujourd'hui chez Miracle. J'ai précédemment travaillé dans le conseil, notamment Capgemini Invent pendant à peu près 4 ans et demi. Et avant ça, j'ai été chez Orange Labs et Amadeus. Aujourd'hui, dans mon travail et dans mes intérêts perso, je m'intéresse pas mal au machine learning à l'échelle. Comment en fait intégrer du machine learning dans des produits finis de A jusqu'à Z, du développement prototypage au déploiement et à la création de l'interface utilisateur. Voilà, je publie pas mal de choses sur Internet, notamment sur mon GitHub ou mon blog. Donc, si ça jamais vous intéresse, voici les liens. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de MLflow. Donc, présentation en 3 temps. D'abord, une présentation d'une situation assez courante chez les data scientists aujourd'hui qui nous pousse à instaurer des nouveaux principes de MLOps et notamment l'utilisation d'outils tels que MLflow. Ensuite, on va présenter ce que c'est que MLflow et ensuite, on va voir comment on peut l'utiliser sur un cas d'usage pratique avec un dataset et un problème de prédiction. Alors, voilà, je vais d'abord vous mettre en situation. Donc, vous êtes un data scientist, vous commencez votre projet. Première semaine, donc vous êtes embarqué sur un projet de 5 semaines sur une problématique donnée. On verra la problématique plus tard dans la démo. Vous définissez votre problématique avec votre manager et vous établissez une liste de tâches. Votre manager vous fournit un premier jeu de données, un fichier CSV, vous commencez votre projet. Donc, vous lancez votre Jupyter Notebook la première semaine, vous commencez à faire des analyses, vous lancez du Python, Pandas, NumPy, Matplotlib, etc. Et probablement, vous pouvez aussi entraîner votre premier modèle et vous dites, tout optimiste, que ça va le faire. Donc là, plutôt simple. Première semaine, deuxième semaine, vous commencez à avoir accès à plus de data. Pourquoi? Parce que probablement dans votre organisation, plusieurs personnes entendent parler de votre projet et veulent s'impliquer avec leurs données pour voir en fait si ça impacte votre modèle, pour faire aussi partie de ce projet phare dans l'organisation. Donc là, vous commencez à avoir accès à plus de data sous format CSV, par exemple, sous format Excel. Vous allez avoir de nouveaux dumps de bases de données. Vous allez probablement avoir accès à des serveurs FTP, de la donnée brute sous format textuel, et même aussi des données dans le corps d'email.
ce qui est déjà arrivé. Alors, c'est pas forcément une problématique d'avoir plusieurs sources de données. On est là pour ça. On peut travailler sur différentes sources de données, mais ça se complexifie en fait quand on commence à créer différents ensembles de ces données-là. Par exemple, des merges d'un fichier Excel avec la base de données, en fusionnant par exemple des données qui viennent de d'autres serveurs et en construisant sur ces nouvelles données de nouveaux modèles. En fait, ce qui devient problématique à la fin, c'est que quand vous aurez construit des modèles à la fin, il faut savoir sur quelles données ont été construits ces modèles, sur quelles données ont été entraînés ces différents modèles de réseaux de neurones, de random forest, etc. Voilà, donc si vous vous organisez pas forcément de la bonne manière en spécifiant pour chaque modèle quelle source de données il a été entraîné dessus, ça peut devenir rapidement problématique. Voilà. Troisième semaine, donc le projet commence à se complexifier un peu plus. Un autre data scientist rejoint le projet. Voilà, vous n'avez pas forcément le temps de l'onboarder, vous lui donnez votre code. La personne va aller récupérer votre code, va regarder les différents script que vous avez développé. Pour ne pas écraser votre code, il va le répliquer dans le même repo et il va le relancer sur les mêmes analyses, sur les mêmes données. Donc là, ça va probablement faire un code dupliqué, des expériences dupliquées. Et à la fin du projet, vous n'allez pas forcément savoir qui de vous a mené telle ou telle expérience. Probablement, vous allez vous marcher sur épée un moment, vous allez répéter les mêmes choses. Vous allez vous dire à la fin que c'est peut-être pas la bonne manière de vous être organisé. Au-delà même de pas avoir bien versionné de votre code. Alors, semaine 4, vous commencez quand même à avoir des résultats. Vous allez exporter votre résultat, vos modèles entraînés dans un dossier, mais vous vous donnez pas une convention de nommage bien stricte pour vos modèles. Vous allez par exemple ajouter parfois des tags qui signifient, qui renseignent la version du modèle, mais qui veut dans l'absolu pas dire grand-chose. V1, V11 ou last veut dire rien pas grand-chose au final. Vous allez parfois ajouter le score de la métrique du modèle, parfois vous l'oubliez, et parfois vous ajoutez votre nom pour signifier que c'est votre modèle, et parfois vous le faites pas. Bref, c'est pas forcément une bonne pratique de nommer ces modèles comme ça, pour plusieurs raisons. D'abord parce que quand on voit un modèle, modèle V11.pickle, on ne sait pas forcément ce que c'est comme modèle, on ne sait pas si c'est une random forest, si c'est un réseau de neurones ou autre. On ne sait pas sur quel hyperparamètre il a été fité. On ne sait pas les sources de données qu'il a utilisées pour être fité également. Et on ne sait pas quelle est l'origine du script qu'il a fait tourner, l'origine et la version du script. Donc là, c'est plusieurs choses qui nous amène à dire que c'est pas forcément une bonne pratique d'exporter ces résultats comme ça. Donc, il manque forcément beaucoup de métadonnées pour comprendre pour comprendre en fait ce que fait chaque modèle, sa description, pour pouvoir par la suite le déployer. Alors, voilà. Donc là, c'est une pratique assez courante. Donc là, à la dernière semaine, vous allez avoir votre manager qui va arriver, il va demander des comptes, il va vous demander par exemple si vous êtes arrivé à résoudre le problème, quelle est la métrique du meilleur modèle auquel vous êtes arrivé. Pour ce meilleur modèle, sur quelles données vous avez entraîné le modèle. En fait, il veut savoir par exemple les différentes données qui ont été impliquées, par exemple pour des contraintes de privacy ou de GDPR, il aimerait écarter telle variable ou telle source de données. Voilà, il aimerait faire un audit là-dessus. Il aimerait aussi voir, dans un souci de transparence et par exemple pour l'évaluation de chacun des data scientists, les différentes expérimentations qui ont été menées par chacun. Et à la fin, il aimerait voir s'il est possible, dans quelle mesure est-il possible de déployer le meilleur modèle rapidement pour les équipes opérationnelles pour leur permettre d'utiliser ce modèle, le consommer sur de nouvelles données. Alors, si vous n'êtes pas capable de répondre à ces questions en moins de 60 secondes,
c'est que forcément, vous n'êtes pas bien organisé pour résoudre votre projet. Vous l'avez peut-être pas structuré de la manière la plus adéquate. Ça ne veut pas forcément dire que ce que vous avez créé n'a pas de valeur. Vous pouvez très bien créer un modèle de machine learning ou de deep learning qui marche très bien sur cette tâche donnée. Mais si vous n'êtes pas organisé et structuré votre projet d'une manière efficace, vous allez perdre à long terme. Et c'est les aspects opérationnels qui vont prendre un coup dur. Alors, voilà, donc là, petite présentation pour vous expliquer aujourd'hui comment MLflow va arriver à résoudre ces problématiques et bien plus encore. Alors, avant de vous présenter MLflow, petit disclaimer. Aujourd'hui, il y a plusieurs outils sur le marché, donc j'ai décidé de vous présenter MLflow parce que c'est un outil que je connais bien. Il existe notamment d'autres outils, mais je connais pas forcément les spécificités de chacun. Alors, deuxième disclaimer, MLflow, c'est assez riche, il englobe différentes briques. Il se peut que certaines briques, que je méconnaisse certaines briques, donc voilà, mais je vais en fait essayer de vous présenter la brique la plus principale de MLflow qui va résoudre pratiquement 90% des projets de data science. Alors, MLflow, qu'est-ce que c'est? Alors, si on va sur la définition du projet sur le site officiel de MLflow, on va voir que c'est une plateforme open source, donc ce qui est important parce qu'on pourra l'utiliser donc en clonant directement le code depuis GitHub, qui va vous permettre de manager le cycle de vie d'un projet de machine learning. Et là, en fait, ça inclut 4 étapes, donc qui sont fragmentées en 4 piliers, 4 composants principaux. D'abord, MLflow Tracking, qui va permettre de traquer les expérimentations de machine learning et les différentes informations qui en sortent et qui en découlent. MLflow Project, c'est un bloc qui va nous permettre de packager le code qui a permis de runner tel programme dans un environnement reproductible. MLflow Models, un composant qui va nous permettre de déployer nos modèles en API. Et à la fin, un modèle registry qui va nous permettre de stocker tous les modèles qui ont été entraînés pour pouvoir les utiliser par les équipes opérationnelles plus tard. Alors, MLflow, c'est aussi un outil qui est agnostique du type de framework que vous utilisez aujourd'hui. Si vous êtes fan de TensorFlow, Keras ou PyTorch, vous pouvez très bien l'utiliser. Si vous faites du R également. Et il est aussi également agnostique du cloud provider. Vous pouvez l'utiliser sur Google Cloud, Databricks ou Azure Machine Learning. Aujourd'hui, beaucoup de boîtes l'utilisent. Databricks, qui est le contributeur principal, Microsoft, RStudio. Chez Miracle, nous l'utilisons aussi également dans une version managée par Databricks. Voilà, il y a beaucoup d'intérêt aujourd'hui à l'utiliser, soit en petite équipe et même pour des prototypages individuels. C'est un outil qui apporte beaucoup de valeur. Alors, j'ai parlé des solutions alternatives. Aujourd'hui, il y a des solutions alternatives développées, par exemple, par Google, comme TensorFlow Extended et TensorBoard. Ces technologies sont très puissantes, mais par exemple, pour TensorFlow Extended, c'est limité à TensorFlow. Pour TensorBoard, c'est limité à PyTorch et TensorFlow. Il y a aussi l'outil de Uber, Michelangelo, qui est pas mal. Il y a aussi Neptune AI, mais c'est par contre une solution qui est commerciale. Aussi, je vous encourage aussi à regarder Kubeflow, qui commence à avoir pas mal de popularité dans ce domaine. Alors, j'ai parlé de MLflow en parlant aussi du cycle de vie d'un modèle. Donc, j'aimerais rappeler ce que c'est que ce terme. Alors, un cycle de vie d'un modèle de machine learning, je pense que là, je vous apprends pas grand-chose, mais il se décompose en 4 étapes. Parfois, vous verrez plus d'étapes ou moins, mais globalement, j'ai essayé de résumer ici les étapes que je juge être les plus importantes. D'abord, il y a une partie de développement où vous commencez à prendre en main les données après avoir compris l'enjeu business. Vous allez faire vos premiers modèles, explorer vos données, entraîner et ensuite passer par l'étape classique d'évaluation, validation et même versionning du code.
Par la suite, une fois que vous avez un premier modèle qui répond à des critères de performance, vous allez réfléchir à son déploiement. Et là, vous vous posez des questions, notamment sur la reproductibilité et la gestion des dépendances de votre code, qui va vous permettre de runner votre modèle et de le faire tourner dans n'importe quelle plateforme. Vous allez réfléchir aussi à des problématiques de scalabilité. Par exemple, est-ce que mon modèle va tenir la charge s'il est targeté par une centaine d'utilisateurs, 1000 utilisateurs ou plus. Vous vous posez la question de servir votre modèle en batch ou en real-time. Et donc, en fonction de toutes ces contraintes, vous allez réfléchir à l'architecture de déploiement et toutes les ressources qui vont aider. Par la suite, vous allez passer à l'étape de delivery. Donc, l'étape de delivery, c'est l'étape où on répond aux enjeux métiers, où en fait on arrive à avoir apporter de la valeur aux équipes business. Et dans cette étape-là, on intègre notre modèle soit dans des interfaces utilisateurs, soit dans des API pour pusher par exemple des recommandations, des notifications, des alertes, etc. Donc on peut avoir pas mal de configurations possibles. Et à la fin, donc on passe par une étape d'opération. En fait, les opérations ou Ops, c'est les étapes où on monitore et créer des seuils d'alerte pour le modèle, par exemple pour détecter des consommations surélevées de mémoire ou de CPU, là où en fait on peut traquer la performance du modèle en production sur les nouvelles données. Par exemple, on peut, si on a accès à la cible des données qui arrivent, calculer les performances et détecter de potentiels drifts par rapport aux distributions de training. On peut inclure également des feedbacks utilisateurs pour améliorer le modèle plus tard. Alors, donc cette boucle d'opération donc va suivre le modèle, sa performance, et elle va aussi pousser des informations à la phase de déploiement qui va prendre en compte ces informations, réitérer, réentraîner le modèle, le redéployer, redélivrer, etc. Donc là, en fait, ces différents cycles se mêlent et communiquent entre eux de façon permanente. J'ai mis MLflow dans ce cycle parce que MLflow arrive en fait à accélérer les différentes phases de ce cycle-là. Pour la phase de développement avec MLflow Tracking, il va vous permettre en équipe de travailler sur l'historisation et le logging de vos expériences de machine learning de manière efficiente. Pour la partie déploiement, MLflow Models va vous permettre de déployer votre modèle. Et pour la partie opération, avec MLflow Project, vous pouvez aussi donc suivre votre modèle et le traquer. Voilà. Donc là, j'ai parlé de MLflow, mais il y a aussi du modèle Lifecycle, mais il y a aussi un aspect important à prendre en compte, c'est que MLflow nous pousse aussi à appliquer les meilleures pratiques du MLOps. MLOps, c'est un terme dont on entend souvent parler aujourd'hui. Et concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, le MLOps, c'est le machine learning plus le DevOps. Alors, donc le DevOps, peut-être que vous en avez entendu parler, c'est un ensemble de principes qui permettent en fait d'améliorer le déploiement, le testing et le release du code software. Donc là, c'est un ensemble de principes qui permettent d'accélérer la mise en production d'un code informatique. Et il inclut également une partie de monitoring et de configuration. Le MLOps ajoute au DevOps la partie machine learning qui, en fait, a un aspect qui est non déterministe, qui dépend des données et des modèles de machine learning qui en découlent. Voilà, le MLOps, c'est pas forcément un produit ou une technique, donc c'est l'ensemble de ces principes-là qui sont appliqués au software. Et concrètement, dans la réalité, ça nous aide à itérer en cycle court, à anticiper des bugs en production, à automatiser des tâches qui font partie du cycle de vie du modèle. Par exemple, les tâches de développement, de testing, de déploiement, de release, c'est des tâches qui font partie du cycle de vie d'un modèle. Le MLOps va nous aider au mieux à les automatiser et à les monitorer.
Alors, MLflow vient renforcer donc le MLOps, et aujourd'hui, on va parler d'un aspect où MLflow est intéressant, c'est l'aspect développement. Alors, il y a les différents aspects déploiement et opération et delivery, mais on ne va pas en parler aujourd'hui, on va surtout focaliser sur la partie développement, là où on va utiliser MLflow Tracking. Donc, MLflow Tracking, comme je vous l'ai expliqué, c'est la partie de MLflow qui va nous permettre de recevoir en input les expérimentations faites par les data scientists sur un projet de data science, de loguer ces expériences et de les servir par la suite soit en API, soit via une interface utilisateur. Et on verra concrètement que ça apporte beaucoup de résultats, ça apporte beaucoup d'intérêt pour les équipes de data science pour collaborer ensemble. Alors, juste rapidement, avant de vous montrer quelques exemples de code, qu'est-ce que MLflow permet de traquer? Alors, en fait, quand vous lancez un projet de machine learning, vous allez en général fitter un modèle sur différents paramètres. Donc, par exemple, si vous fittez des random forest, vous allez avoir le nombre d'estimateurs, la max depth, etc. Si vous faites du deep learning, vous allez avoir des paramètres de type nombre d'époques, la taille du kernel, dropout, etc. Donc là, tous ces paramètres-là peuvent être logués dans MLflow. Alors, dans MLflow, on va voir dans la suite, est organisé en expériences. Donc, on a des expériences et à l'intérieur, on a des runs. Les runs, en fait, chaque run correspond à un fit d'un modèle. On verra par la suite comment on va loguer ces informations. Par la suite, on a les métriques. Donc, forcément, quand on va fitter un modèle, on va avoir des scores de performance sur un jeu de test ou de validation. Ces scores-là, on peut également les loguer dans MLflow. Donc, on va avoir tout ce qui est AUC, enfin, score, MAE, MSE, etc. Les data, c'est important. On a parlé tout à l'heure des données. Par exemple, on aimerait savoir sur quelles données ont été fitées tel ou tel modèle. Et en fait, pour chaque expérience, pour chaque run de MLflow, on peut en fait loguer les données de training sur lesquelles a été entraîné le modèle. Par la suite, on a quelque chose qu'on appelle les artefacts. Les artefacts, c'est c'est tout type de fichier qu'on peut enregistrer. Et en fait, d'abord, on peut, pour chaque run, loguer les modèles, donc sauvegarder les modèles sous format binaire, comme un format Pickle ou H5, etc. Et on peut aussi loguer différents outputs qui, en fait, sortent du training. Par exemple, tout ce qui est fichier CSV, fichier image, etc. On peut aussi loguer la source pour chaque run. La source, en fait, ça va être quel script m'a permis d'exécuter cette expérience. On peut ajouter aussi des tags et des commentaires dans MLflow pour ajouter des informations additionnelles qui correspondent à un run donné. Voilà. Alors, on a une terminologie assez simple dans MLflow, c'est que un projet MLflow est organisé en plusieurs expériences. Par exemple, une expérience, ça peut être l'entraînement d'un modèle de machine learning, l'entraînement d'un classifieur, par exemple. Et à l'intérieur d'une expérience, on va avoir plusieurs runs qui font être en fait différents fits d'un modèle donné. Alors, et à l'intérieur d'un run, on va en fait loguer deux choses. D'abord, des entités. Les entités, donc, ça va être la version du code, la date du début à la fin, le username qui va lancer le run, les hyperparamètres, etc. Et on va avoir les artefacts, qui sont en fait les fichiers qui vont être storés. Alors, en général, ces deux blocs sont séparés parce que le premier est enregistré dans ce qu'on appelle un backend store, qui peut être un système de fichiers ou une base de données de type SQL. Et les artefacts, qui en fait sont en général des fichiers beaucoup plus lourds parce qu'ils incluent les modèles et peuvent inclure aussi des images et des datas. En général, on les met dans un artifact store qui est aussi soit un système de fichiers, soit une base de données. Et pour système de fichiers, on peut aussi considérer des systèmes de fichiers comme S3. Et on le verra aussi dans la démo, comment on va faire ça. Alors, pour utiliser MLflow, rien de plus simple. Vous l'installez via pip install MLflow. Après, utiliser MLflow en pratique ne change pas grand-chose à votre code. Là, imaginez, vous avez un code classique de machine learning, vous ajoutez import MLflow, et là, vous ajoutez la méthode setTracking. SetTracking, en fait, c'est une méthode qui définit l'URL ou le chemin dans votre système de fichiers ou dans S3, où MLflow va
enregistrer les résultats de chaque run. On verra par la suite à quoi correspondent ces résultats. Et avant de lancer MLflow, vous devez créer une expérience. Donc là, MLflow Create Experiment. Une fois que vous avez créé cette expérience, vous allez recevoir un ID. Et par la suite, vous allez créer un contexte avec MLflow Start Run. À l'intérieur, vous mettez l'experiment ID. Vous faites votre modèle, comme vous avez l'habitude de faire. Par exemple, ici, je prends un modèle de Random Forest, je le fit. J'ai des métriques de performance sur un jeu de test. Ensuite, une fois que j'ai ces métriques de performance et ces hyperparamètres, je peux les loguer. Avec MLflow, donc, je peux utiliser la méthode logparam pour loguer les hyperparamètres. Je peux aussi utiliser logmétrique pour loguer les différentes métriques. Et enfin, logModel, c'est une méthode qui va me permettre de pickeliser ou dumper mon modèle dans le file system. Voilà, donc c'est assez simple. Là, on est sur une tâche de classification avec scikit-learn, mais vous pouvez très bien aussi utiliser PyTorch, TensorFlow ou Keras. L'API se prête très bien, donc, et elle est aussi agnostique du type de modèle. Là, vous aurez remarqué ici que on ajoute quand même .sklearn, .logModel. En fait, MLflow a ce qu'on appelle des flavors. Il supporte scikit-learn, comme il supporte aussi différents frameworks. En fait, le modèle qui sort de sklearn.logModel, et c'est un modèle qui correspond à l'API de scikit-learn, qui est adapté à scikit-learn. Voilà, c'est un modèle qui est beaucoup mieux optimisé. Alors, quand vous lancez votre script qui exécutera ce code, vous allez dans le même dossier, pas dans le même dossier, mais plutôt dans ce chemin-là, voilà, lancer MLflow UI, qui est une commande que vous lancez via la ligne de commande, et vous allez avoir un serveur HTTP qui va démarrer. Vous pouvez y accéder via localhost port 5000, le port par défaut. Et une fois que vous actualisez le browser, vous allez avoir ici à gauche le training experiment, qui est en fait le nom de l'expérience qu'on a créée. Et à l'intérieur, vous allez avoir vos différents runs qui correspondent aux différents fits du modèle. Voilà. Donc là, vous cliquez par exemple sur un run donné. Vous allez avoir des informations sur le modèle. Alors là, je vous passe les détails. Là, vous avez les paramètres, les métriques, c'est assez clair. La source dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est le script qui est responsable de ce modèle. Le guide commit, c'est important parce que on peut, avec ça, retracer la version du code qui a permis de lancer cette expérience. En général, une bonne pratique, c'est d'utiliser un MLflow à l'intérieur d'un projet Git. Et donc là, en fait, MLflow peut détecter directement les commits. Ensuite, on peut avoir des informations sur le statut. Parfois, il y a des fails qu'on peut détecter dans MLflow. Donc, c'est une information qui est assez pratique. Alors, quand vous descendez un peu plus bas, là, c'est en haut, donc vous descendez un peu plus bas, vous allez avoir le modèle. Et en fait, quand vous avez ce modèle-là, à l'intérieur, vous allez avoir 3 fichiers qui sont générés, mlmodel, conda.yaml et modèle.pickle. Alors, le modèle.pickle, c'est un modèle, donc c'est le fichier binaire scikit-learn. mlmodel, c'est une convention de MLflow pour structurer, en gros, le fichier, donc le projet, le modèle MLflow. Et conda.yaml, c'est une liste de dépendances qui est détectée automatiquement par MLflow en fonction du modèle pour permettre de le packager plus tard dans un environnement reproductible, qui est en fait un environnement Conda. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure de MLflow.sklearn.logModel. Alors, quand on va utiliser .sklearn, MLflow va détecter automatiquement les dépendances du modèle qui vont être, par exemple, scikit-learn, et il va les intégrer dans le conda.yaml. Voilà, une fois que vous avez votre modèle qui est ici stocké dans un artifact store, vous pourrez par la suite faire des prédictions en utilisant ce modèle, soit via Spark, soit via Python classique sur un Panda Data Frame. On verra par la suite comment le faire.
Alors, juste, je voulais montrer aussi que au-delà de scikit-learn, MLflow supporte aussi pas mal d'autres packages. Alors, il y a Keras, PyTorch, Gluon, etc. Il y a aussi un autre feature intéressant, c'est l'autologging. Par exemple, si vous utilisez Keras, en deep learning, on a beaucoup d'hyperparamètres. Quand vous mettez mlflow.keras.autolog, MLflow va détecter automatiquement pour ce type de modèle qu'il faut loguer différentes métriques. Par exemple, la training loss, la validation loss et tout ce qui est défini par l'utilisateur comme métrique. Ensuite, il va loguer aussi toutes les informations qui sont liées à leur liste ping. Et il va prendre tous les paramètres qui sont dans le fit ou le fit generator, par exemple l'optimizer, le learning rate, etc. Donc, il va automatiquement les loguer dans MLflow pour vous. Donc, ça, c'est assez pratique, vous n'aurez pas à le faire. L'autologging existe aussi sur PyTorch, mais il faut utiliser le trainer Lightning. Voilà, qui est en fait un peu l'équivalent de Keras. Donc là, c'est un petit détail donc, que je voulais vous partager, qui peut être aussi très utile. Alors, donc là, je vais vous montrer une petite démo de MLflow sur un jeu de données que j'ai trouvé sur Kaggle. Alors, le jeu de données, c'est un jeu HR Analytics, Job Change of Data Scientist. En gros, c'est un jeu de données qui représente en fait l'employabilité d'un data scientist. En fait, en fonction de features qui caractérisent un data scientist, on veut prédire si oui ou non il peut être embauché par une entreprise. Voilà, c'est un projet assez classique, dataset assez classique que vous pouvez trouver sur Internet. On a des informations qui sont catégorielles, numériques, etc. Et l'idée, c'est de prédire donc la target 1-0. Je ne sais pas si elle est là. En tout cas, c'est un problème de classification plutôt simple. On va voir en fait comment avec MLflow, on peut loguer toutes les différentes expérimentations de training pour trouver la meilleure combinaison d'un modèle. Alors, là, si je reprends rapidement le notebook, donc là, je vais importer mes packages. Là, si je regarde les données, donc là, on a des données catégorielles, numériques, etc. Donc là, il y a un petit feature engineering qui va se faire. On va remplir les données manquantes. On va encoder les données catégorielles. Et là, par la suite, un train test split classique, on sort les données de training, les données de test. Là, par exemple, je prends un exemple d'estimateur. Nombre d'estimateurs, de max depth et de max feature. Je mets ça dans une random forest classifier, je fit mon modèle. Voilà, je sors les prédictions et ensuite je sors les résultats. Là, c'est une approche plutôt classique. On est bien habitué à le faire. Maintenant, si on veut lancer plein d'expérimentations et loguer les différentes expérimentations, on va voir comment on peut faire ça rapidement via MLflow. Donc là, l'idée, c'est, j'ai repris le code. Donc là, j'ai défini d'abord le tracking URI qui correspond à ce chemin-là dans mon file system. Donc j'ai reproduit le même feature engineering. Ensuite, j'ai défini un range de valeurs. Voilà, imaginez que c'est plus ou moins une grid search qui va tourner sur ces différents intervalles. Et pour chaque combinaison de ces hyperparamètres, je vais en fait lancer un run où je vais fitter mon modèle, avoir les résultats, et ensuite je vais loguer ces paramètres-là dans MLflow. Alors du coup, je vais d'abord vous montrer. Donc là, je vais le lancer. Je vais donc là supprimer le dossier MLrun pour l'écraser. Et là, je vais lancer Python train.py. Là, il va lancer pas mal d'expérimentations. Je vais l'arrêter au bout de quelques secondes, comme ça, on a un peu de résultats. Alors là, du coup, je vais l'arrêter. Et ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai MLflow UI qui tourne. Je vais le relancer pour vous. En fait, MLflow, une fois que j'ai lancé mon expérimentation, MLflow va en créer en fait un dossier MLruns qui a été créé maintenant. Et en fait, dans dans cette même localisation de fichier, je vais lancer MLflow UI.
Et MLflow UI, du coup, va ouvrir l'interface. Voilà. Alors, MLflow UI, donc là, j'ai Training Experiments. Voilà, là, ici, j'ai vu que j'ai mes différents runs. Voilà, si je clique sur un run donné, par exemple ce run-là avec une AUC de 0,71, je peux avoir les informations qui m'intéressent. Voilà. Ensuite, je peux regarder modèle. Je vais avoir d'abord le modèle piquelisé qui fait 11 mégas ici, qui est en fait sur le file system. Je vais voir le compte YAML. Donc là, MLflow a détecté que c'était un scikit-learn, donc il a ajouté les dépendances. Et ML model. ML model, c'est en fait une convention qui permet de packager en gros donc le code qui a tourné dans MLflow. Voilà, donc là, c'est une feature qui est intéressante. Maintenant, si je reviens à mon interface principale, ce qu'on peut faire avec MLflow aussi, c'est, bon, on peut télécharger les résultats CSV, là, c'est pas très important. On peut sélectionner tous les runs qui nous intéressent aussi, et on peut cliquer sur comparer. Et alors là, ça peut être intéressant pour pouvoir en fait investiguer les performances du modèle en fonction des hyperparamètres. On peut choisir par exemple ici pour l'axe des Y, on peut choisir par exemple le F1 score et on peut en fait diagnostiquer l'effet indépendant de chaque hyperparamètre sur ce score-là. Donc là, ça peut être assez intéressant. Il y a un autre aspect, il y a un autre graphe qui peut être aussi intéressant, c'est le parallel coordinate plot. Là, vous définissez d'abord les paramètres. Je vais mettre tous les paramètres qui m'intéressent. Et je vais ajouter les métriques, par exemple, je vais prendre la F1 score. Et donc là, en fait, je vais avoir un graphe qui peut paraître assez complexe, mais en vrai, c'est assez simple d'utilisation. Et en fait, les différents faisceaux, donc chaque faisceau passe par une combinaison d'hyperparamètres. Et à la fin, on a le F1 score qui est tracé sur cette ligne. Et ce qui est intéressant avec ce graphe, c'est qu'on peut filtrer directement sur ce F1 score pour surligner en fait les différents tracés qui mènent à ce résultat-là. Alors là, j'ai pas assez de données, mais je peux en fait augmenter, par exemple, le nombre d'expérimentations pour avoir plus de résultats. Vous allez voir en fait que quand on augmente le nombre de runs, on va avoir en fait des patterns qui vont sortir de ce schéma-là et ça va nous donner en fait une idée, une intuition sur les meilleurs ranges, par exemple, de hyperparamètres pour notre modèle. Alors là, du coup, je le lance. Bon, ça va peut-être mettre un peu plus de temps. Donc voilà, je vais l'arrêter. Je relance. Alors, du coup, je sélectionne l'AUC. Voilà, par exemple, ici, j'ai une AUC à 0,72. J'ai pas mal de faisceaux qui sortent ici. Voilà. Donc là, je peux en fait retracer pour ces combinaisons-là les informations. Donc là, par exemple, je vois forcément qu'on n'a pas forcément besoin d'un nombre d'estimateurs élevé. On a tendance à penser que c'est important pour un random forest. Parfois, c'est pas le cas. Donc voilà, on peut avoir des informations ou valider des intuitions rapidement avec ce graphe. Super. Alors là, du coup, on est en local. C'est très bien quand on fait des expérimentations comme ça, quand on est tout seul. Par contre, ça arrive que vous soyez en équipe et que vous ayez besoin de collaborer indépendamment l'un de l'autre sur un même MLflow. Alors pour ça, il y a ce qu'on existe, le MLflow Tracking Server. Alors, MLflow Tracking Server, ça va être en fait un MLflow qu'on va lancer sur une machine dans cloud, une machine EC2 ou Azure ou GCP, voilà, et qui va tourner, et qui va être ouvert à l'extérieur pour recevoir des requêtes HTTP. Une fois que ce MLflow est déployé sur une machine distante, vous pouvez travailler en équipe à plusieurs et chacun peut loguer ses expérimentations et à la fin, vous pouvez en fait tracer les différentes expérimentations menées par chacun. Vous allez avoir ces informations-là qu'on a vues, mais aussi vous allez voir le user
qui en fait va être le user de votre machine. Le mien, c'est ahmed.vsps, c'est le user de ma machine. Voilà, mais si vous travaillez à plusieurs, ça peut être très intéressant. Alors, pour setuper un projet MLflow, donc là, j'ai documenté en fait les différentes étapes par lesquelles il faut passer dans ce repo que je vous ai partagé. Et en gros, alors pour ça, il faut passer différentes étapes, mais c'est plutôt simple. Je vais le faire sur AWS. Donc là, j'ai créé une instance sur AWS. J'ai créé une instance, une T2 micro qui coûte en fait, qui est éligible au free tier, donc qui est quasiment gratuite. Donc là, une fois que vous la lancez, vous devez définir des security groups. Là, en tant que security group, j'ai mis en fait un inbound traffic sur le port 5000 pour ce qui est en fait le port du MLflow server. Voilà, une fois que j'ai fait ça, donc j'ai mon MLflow qui peut être accessible depuis l'extérieur. Par la suite, donc une fois que une fois que j'ai configuré cette machine et que je l'ai runée, je dois installer à l'intérieur pip. Donc, sans passer par Conda, on peut installer pip directement via apt-get install python 3 pip. Et par la suite, installer pipenv, qui est en fait un outil de packaging d'environnement virtuel. Voilà, une fois que vous avez installé pipenv, vous allez créer un environnement pipenv et y installer 3 packages. D'abord, MLflow qu'on va utiliser, ensuite AWS CLI et Boto3. Alors, pourquoi on va utiliser AWS CLI? Tout simplement parce qu'on doit paramétrer notre machine EC2 pour qu'elle ait accès aux aux AWS Credentials qu'on a définis. Pourquoi? Parce que en fait, on va, avec ce même user AWS, créer un repo S3. Alors, le repo S3, c'est le repo où en fait MLflow va loguer les expérimentations de training. Alors, est-ce que je l'ai mis ici? Voilà. Voilà. J'ai créé en fait un bucket S3 qui s'appelle MLflow Artifact Store, où voilà, MLflow ira dumper directement des artefacts dedans. Alors, ensuite, une fois qu'on a installé ces packages-là, donc dans la machine EC2, on doit configurer AWS pour lui donner le user credentials. Alors pour ça, alors, je vais me connecter à la machine. Non, du coup, je vais... Ouais, ça va bloquer. Alors, voilà. Là, je suis connecté à la machine. Pour configurer, donc je vais rentrer dans le dossier MLflow où j'ai créé mon pipenv. Voilà. Je vais faire un pipenv shell. Donc là, je suis dans mon environnement virtuel. Je vais faire un AWS configure. AWS configure va vous demander l'AWS access key et l'AWS secret key. Voilà. Donc là, vous les rentrez. Ensuite, vous installez ces packages. Là, c'est fait. Et par la suite, vous devez lancer un tracking serveur. Alors, le tracking serveur, c'est donc il va être lancé via cette commande-là. MLflow server en spécifiant le host à 0000 pour broadcaster, pour que l'URL, pour que MLflow soit accessible depuis n'importe quel IP. Ensuite, on va ajouter ce qu'on appelle le default artifact store, dont on a parlé au début. L'artifact store, c'est le lieu où MLflow va stocker les artefacts. Alors, du coup, je vais lancer cette commande-là. Maintenant, si je vais me connecter à l'interface, je vais copier le DNS public de ma machine. Voilà, je spécifie le port 5000. Et là, j'ai mon interface utilisateur dans mon interface MLflow qui tourne sur le port 5000 qui est accessible depuis n'importe quel PC. Alors, maintenant, je veux comment je push les résultats qui sont en local vers cette machine. Alors pour ça, il y a quelques configurations à faire.
Donc, c'est toujours renseigné dans le repo. D'abord, vous devez, dans votre environnement virtuel en local, définir les credentials AWS, les exporter en variable d'environnement. Pourquoi? Parce que depuis votre machine en local, MLflow va pousser les fichiers sur S3. Il va les uploader sur S3. Donc, il doit avoir cette autorisation-là. Ensuite, la deuxième chose à faire, c'est changer le tracking URI dans notre code pour que MLflow sache où pousser les informations. En fait, les tracking URI, je vais remplacer cette information-là par celle-ci. Voilà. Et ensuite, je vais runner mon code. Ah oui, juste avant de runner, il faut que dans votre environnement Python en local, vous ayez aussi installé Boto 3. Et en fait, tout est renseigné ici. Donc là, vous lancez la commande python train.py. Très bien, donc là, ça tourne, ça met un peu de temps parce qu'il y a quand même un overhead. Le MLflow est en train d'uploader des fichiers sur S3. Donc là, vous allez voir l'interface. Donc là, je charge l'interface. Je clique sur un run donné. Voilà, j'ai les informations. Et ce qui est intéressant ici, c'est que quand je regarde mon modèle, il est stocké sur S3. Donc, il est stocké sur S3. Donc, le modèle piquelisé, le conda YAML, etc. Ce qui est plutôt très bien. Donc là, si je clique sur le modèle, je vais avoir deux manières. MLflow va me proposer deux manières d'utiliser ce modèle par la suite, soit avec Spark, soit avec Python et Pandas. Là, par exemple, si j'utilise Pandas, donc là, MLflow me permet d'utiliser la fonction load model, donc à partir du fichier S3. Ensuite, mon modèle, il peut être appliqué directement à un Panda Data Frame qui respecte le même schéma de données de training. Donc, ce qui est plutôt assez cool. Voilà, donc maintenant, on a vu du coup comment setuper un tracking serveur. Comment d'abord développer avec MLflow en local pour loguer des expérimentations de training, comment donc créer un tracking serveur et du coup comment pusher ces informations sur un tracking serveur avec un artifact store sur S3. Alors là, il manque quand même un aspect qui est important. Donc là, c'est pas production ready. Donc, en général, on essaie d'ajouter un HTTPS dessus. Et là, pour le coup, on peut imaginer un serveur Nginx avec un certificat SSL généré par Let's Encrypt, par exemple. Du coup, voilà, toutes les informations sont loguées dans ce repo, donc vous pouvez consulter et essayer de runner le code. Juste pour vous permettre un peu plus de vous projeter, MLflow, donc je l'ai utilisé aujourd'hui sur un cas assez simple de classification, mais il peut être très bien utilisé à d'autres problématiques de machine learning. Ça peut être utilisé en computer vision, en NLP. Même si vous ne faites pas forcément du supervisé, vous pouvez très bien aussi faire du clustering et à chaque run de votre cluster, loguer des informations comme la silhouette score ou les métriques, des métriques de stabilité des clusters, etc. Et vous pouvez en output sortir par exemple les images des clusters, les représentations TSNE, etc. Donc là, vous pouvez imaginer différents cas possibles et c'est ce qui fait de cet outil un outil assez pratique aujourd'hui. C'est pratique pour vous retrouver dans vos expérimentations. Voilà, donc j'essaie, donc là j'ai tenu je pense 50 minutes, je vais laisser quelques minutes pour les questions. J'ai noté les ressources, certaines ressources intéressantes si vous voulez les consulter dans les presse. Et voilà, donc si maintenant vous avez des questions, n'hésitez pas, je pense qu'il y en a pas mal. Voilà. Merci beaucoup Ahmed, c'était hyper intéressant. Voilà, je pense que tout le monde a trouvé ça intéressant. Voilà, et comme tu l'as dit, n'hésitez pas à poser vos questions. Voilà, on en a pour 10 minutes, donc voilà, tardez pas trop. Et voilà, alors effectivement, j'ai vu qu'il y avait, je ne sais pas vraiment de quoi, mais j'ai vu qu'il y avait pas mal de questions sur comment télécharger la présentation
notamment, et voir si les codes étaient sur GitHub, etc. Donc tout est dans le README, effectivement, comme l'a bien signalé Caroline. Donc C'est voilà, ça. merci beaucoup Caroline pour votre aide. Et effectivement, vous avez tout dans le README, donc n'hésitez pas. Alors, on va voir maintenant s'il y a des questions. Euh, alors, on a une question de Johan qui a posé sa question du coup il y a 1 heure. Donc, je pense que Johan, vous avez eu la réponse. Et la question, c'est super présentation. Aurais-tu identifié certaines limites de MLflow dans ton utilisation? Pour le Bon, coup. là, pour le moment, pour être honnête, mon utilisation était assez simple jusqu'à ce jour. C'était surtout la partie ML, donc la partie MLflow tracking. J'ai pas encore investigué les solutions ML Project ou ML Models, mais il me semble avoir lu quelque part que c'était moins robuste et moins sophistiqué comme des outils comme Kubeflow. Donc, mais en tout cas sur la partie tracking, moi personnellement, j'ai pas, enfin, ça correspond très bien à mes expérimentations et mes prototypages. Donc, je recommande fortement cet outil pour cette utilisation. Ok, très bien. Il y a une question de Thomas. Les différents modules MLflow s'interfacent-ils facilement entre eux? En fait, vous pouvez, oui, ils s'interfacent très bien entre eux et même vous pouvez les utiliser de manière indépendante. Donc, vous pouvez utiliser ML Tracking uniquement, vous pouvez aussi utiliser MLflow Project, MLflow Models pour créer en fait des API REST pour votre modèle. Voilà, donc vous pouvez les utiliser aussi indépendamment et également, bien sûr, de manière liée. Donc, vu que l'outil est bien optimisé dans ce sens. Ok, très bien. Alors, la version de MLflow Server est-elle payante? C'est une question d'Alain. Non, non, comme vous l'avez vu Dans son là à conscience. l'instant, ce que j'ai fait, c'est j'ai lancé une machine EC2, j'ai installé pip dedans et ensuite pip install MLflow et c'est parti. Alors, il existe néanmoins des versions managées de MLflow sur Databricks par exemple, sur AWS, je pense, ou sur Azure. Là, pour le coup, c'est, enfin, vous payez le cloud provider qui vous manage en gros MLflow. Ok, très bien. Est-ce qu'on peut relier les résultats d'un grid search CV sur MLflow? Alors, bonne question. À ce jour, pas encore, mais j'imagine que c'est dans la roadmap. Et l'idée de faire ça, c'est de créer une sorte de fonction callback qui va en fait loguer les hyperparamètres de la grid search directement dans MLflow Server. Comme ça, en fait, vous avez l'API simple de Scikit-Learn qui vous permet de runner des grid search sans vous avoir à créer des différentes boucles. Et encore, c'est mieux optimisé parce que ça tourne en parallèle. Pour le moment, je l'ai pas vu, mais je pense que c'est prévu dans la roadmap. Ok, une question de Sébastien. Comment travailliez-vous avant MLflow pour traquer les différents paramètres? Oui, bonne question. Alors pour ça, je m'embêtais à créer des fichiers CSV où je pouvais loguer mes hyperparamètres de training. Je faisais ça à la main. Et parfois, c'est des fichiers CSV, parfois c'est des fichiers JSON. Et ensuite, j'exportais ça dans un Excel. Et voilà, avec un Excel, voilà, je surlignais la colonne de performance, la colonne de paramètres, etc. Et voilà, donc je me débrouillais à la main. Et comme vous le voyez avec MLflow, en quelques lignes de code, vous loguez toutes ces informations dans le code et vous les avez affichées dans la UI. Et c'est intuitif. C'est plutôt assez simple d'utilisation. Ok, alors, est-ce qu'on a d'autres questions? N'hésitez pas, hein, vraiment, profitez-en. Voilà, il y a un mec qui est disponible encore 5 minutes, donc vraiment profitez-en. Alors, on a une question dans la question. Sur le volet Ops, Drift Detection, auditabilité du modèle, tu utilises uniquement ML Tracking? Là, j'en ai pas parlé aujourd'hui, mais ML tracking, en fait, le MLflow tracking, il aide surtout dans la partie développement du modèle, pas dans la partie ops. En fait, il va aider surtout pour traquer les expérimentations lors du training, pour récupérer les feedbacks utilisateurs, pour récupérer les informations concernant le retraining. Là, du coup, c'est hors scope de MLflow pour le coup, du coup. Ok, alors il y a Nada qui demande est-ce que MLflow est beaucoup utilisé aujourd'hui dans l'entreprise?
Alors, oui, il y a pas mal d'entreprises qui l'utilisent, pas forcément que des entreprises très tech et très connues. Donc là, vous avez des entreprises de différentes tailles. Là, j'ai mis en fait, voilà, différentes tailles. Bon, c'est que des grosses entreprises, mais j'ai vu des entreprises l'utiliser à plus petite échelle et même pour des projets de start-up à quelques personnes, j'ai vu des utilisateurs utiliser MLflow pour voilà, renseigner pour mieux suivre les expérimentations. Et d'ailleurs, ça peut être aussi une bonne pratique d'utiliser MLflow même pour une utilisation individuelle pour mieux organiser ses projets. Ok. Très bien. Alors oui, il y aura une rediffusion de la vidéo. Vous recevrez un mail de replay, un lien de replay pour tout le webinaire rapidement, pour répondre à la question de Ous. Une question de Johan. Quelle est selon toi la plus grande force de MLflow? Son UI. Je pense que lui est assez intuitif et assez simple d'utilisation. Ah oui, une force de MLflow, c'est qu'il est basé sur une utilisation via API, ce qui en fait, c'est un outil plutôt agnostique du type de framework que vous utilisez. Si vous utilisez TensorFlow ou TensorBoard, vous êtes limité quand même au framework de deep learning TensorFlow et PyTorch. Avec MLflow, vous êtes vraiment agnostique. Ils ont fait un effort pour se plugger de manière assez simple à ces différents frameworks et à ces différents cloud providers. Pour moi, c'est assez fort et ce qui fait en fait que l'utilisation peut être accessible à tous. Si vous connaissez que Scikit-learn ou si vous avez fait que du R, rien ne vous empêche de faire du ML. En gros. Ok. Ok, très bien. Alors, je crois qu'il y a plus de questions. Donc, merci beaucoup. Peut-être David qui va poser une dernière question. Merci beaucoup, en tout cas, Ahmed, pour ta disponibilité et pour cette présentation. Pour le coup, t'as dû pas mal bosser quand même dessus. Voilà, faire tout ce modèle, etc. Donc, merci à toi. Et merci à tout le monde pour vos échanges et pour vos questions. Voilà. Donc, moi, globalement, je vais juste conclure en vous parlant un petit peu de nos formations. Du coup, tout ce qui est MLflow va être vu notamment sur notre formation Machine Learning Engineer, voilà, qui est une formation de spécialisation après la formation Data Scientist. Ce que je vous encourage à faire, c'est d'assister directement à notre journée porte ouverte. Voilà, je vous mets le lien tout de suite qui aura lieu demain. Alors, juste le temps d'aller chercher le lien qui aura lieu demain, où on va pouvoir vraiment parler de toutes nos offres de formation, donc Data Scientist, Machine Learning Engineer et Data Engineer, donc ce qui est un peu plus en rapport avec ce qu'on a vu aujourd'hui, mais également Data Analyst. Voilà, pour ceux qui veulent vraiment se spécialiser sur les problématiques, par exemple, de BI ou de reporting, dashboarding en particulier. Voilà. Donc, on propose toutes sortes de formations, honnêtement, pour tous les budgets, sur du temps plein, sur du temps partiel. Voilà, il y a énormément de choses qui sont mises en place. Tout est éligible au CPF. N'hésitez pas à venir voir un que la journée porte ouverte pour avoir un peu plus de renseignements là-dessus. À noter également que toutes nos formations sont certifiées. Voilà, en tous les cas, merci à tous pour votre participation et pour vos questions. Merci encore énormément à Ahmed. Et puis, bah, j'espère à bientôt. Je pense que voilà, on aura l'occasion de se revoir en visio ou en vrai. Voilà. En tout cas, merci à tous et puis à très bientôt. Et voilà, Merci beaucoup. pour notre prochain webinaire Data Scientist, vous recevrez des nouvelles très bientôt. Mais voilà, on a 2 ou 3 webinaires par semaine sur des sujets extrêmement différents. Voilà, merci beaucoup. Au revoir. Merci, salut. Au revoir.